Coucou tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo en géostratégie. J'aimerais voir avec vous le fait que le monde multipolaire qui se dresse est en train de se former non pas dans les conflits terrestres mais dans les conflits maritimes. C'est parti. Heartland, Rimland, quelle théorie pour l'espace maritime contemporain? Lorsqu'il affirma à la fin du XVIe siècle que quiconque contrôle la mer contrôle le monde, l'explorateur Walter Raleigh était loin d'imaginer qu'il formulait une équation géopolitique appelée à une longue postérité, mais également à susciter de vives polémiques. Dans un monde où la mondialisation se traduit par une maritimisation des espaces, comment comprendre aujourd'hui les stratégies en matière d'espace maritime? Dans ce cadre, nous nous intéresserons aux différents concepts développés à travers l'histoire, afin de voir ce qui les fait converger ou diverger, avant d'ouvrir des voies plus contemporaines. Longtemps considéré comme la principale puissance maritime, le Royaume-Uni a pu parvenir à s'imposer comme la puissance dominante grâce à une avance incessante face à la France, déléguée au second plan, et face à l'Allemagne en proie à un effet de rattrapage nécessitant un important effort financier. Alfred Mahan, géopoliticien américain, pose la primauté de la puissance maritime sur la puissance terrestre. Il s'intéresse particulièrement à l'identité géographique des États pour déterminer leur disposition de puissance. Mahan est donc inquiet de l'avance britannique sur les États-Unis sur ce point. Cette première théorie, appliquée par Theodore Roosevelt, engendre un bouleversement dans la politique américaine, puisque les États-Unis n'hésitent plus à prendre pied hors de leur environnement continental. Ah non, les États-Unis, ils n'ont jamais hésité à prendre pied chez les autres, ça c'est sûr. Toutefois, la thèse de Mahan ne se veut pas complète selon Halford Mackinder. Dans une conférence intitulée « Le pivot géographique de l'histoire », Mackinder reconnaît la pertinence des thèses de Mahan pour mieux dénoncer leur inutilité géopolitique. Pour relier l'Europe à l'Asie, il devient plus simple et efficace d'emprunter la voie terrestre. La puissance globale ne dépend plus tant de la capacité à maîtriser les mers que celle de contrôler les terres. Le défi est désormais de s'emparer du Heartland, territoire central, eurasiatique, défi renforcé par la hantise de voir la Russie le contrôler. Donc l'alliance russo-chinoise, on peut dire. Cependant, il est nécessaire de noter qu'il ne s'agit en rien d'un dédain envers la puissance maritime. Simplement, la puissance maritime ne devient que la conséquence et non la source de la puissance terrestre. Au cours du XIXe siècle, Nicholas Spackman réalise la synthèse entre Mahan et Mackinder. Il insiste sur la concentration des efforts sur le Rimland, bord du monde. Il s'agit de la ceinture littorale qui enserre littéralement le Heartland décrit par Mackinder. Et je vous le montre en image, actuellement. En somme, Spackman valide Mahan sans contredire Mackinder. Le Rimland présente un double avantage. D'une part, il assure la maîtrise des mers, d'autre part, il permet le maintien de la pression sur le Heartland, l'intérieur des terres. En conclusion, en termes de gestion des espaces maritimes, Spackman appelle les États à s'insérer dans une zone tampon entre les puissances maritimes et les puissances terrestres, à fonctionner de manière amphibie, à se défendre sur terre et sur mer. Une étude de cas sur la Chine nous permet d'établir le lien entre la puissance maritime purement militaire et la puissance maritime à visée économique. La modernisation fulgurante des capacités maritimes chinoises, notamment avec le porte-avions Liaolin en 2012, les corvettes Jiangdao, les destroyers multifonctions Luoyang 2, marque la volonté portée par Xi Jinping de créer une puissance amphibie, une puissance capable de projeter sur Terre une force militaire venant de la mer. Toutefois, en vertu des perspectives militaires nuancées par un climat régional conflictuel, l'aspect économique de la puissance amphibie chinoise permet d'ouvrir de nombreux horizons, tant sur la sécurisation de ses approvisionnements le long du collier de perles, tant pour les pénétrations de marchés économiques. On retrouve ici la théorie plus contemporaine de Jean Gottman. La mondialisation a pour support privilégié les espaces maritimes. Il faut avoir présent à l'esprit que la maritimisation est un phénomène irréversible et croissant. Les nations se tournent de plus en plus vers la mer, elles développent sans cesse leurs intérêts, selon André Vijarrier. Dès lors, la puissance découle moins de la capacité à contrôler des terres qu'à contrôler les flux. Gottman fait des régions littorales les véritables sièges de la puissance à l'instar de la mégalopolis, symbole des fortes interactions entre les phénomènes de mondialisation et de maritimisation. En conclusion, l'important n'est pas de choisir entre le contrôle unique des mers, Mahan, et des terres, Mackinder, mais de prendre conscience du caractère crucial des littoraux. Les luttes pour les ZEE, zones économiques exclusives, à l'image du conflit sino-japonais, donc entre la Chine et le Japon, pour les îles Senkaku Diaoyu, illustrent cette prise de conscience à l'échelle mondiale. Selon Maurice Papon, on assiste à une croissante nationalisation des espaces maritimes depuis l'accord de Montego Bay de 1982.
Spikeman et Gottman ne partagent toutefois pas exactement la même pensée. Pour Gottman, qui s'inscrit dans une démarche résolument moderne, la puissance maritime est d'abord économique et non militaire. Ça n'a duré que 5 minutes, c'était une micro-vidéo, j'espère que ça vous aura plu, à très bientôt.